Bien, chers étudiants, c'est une soirée un peu particulière que nous vivons. Nous accueillons M. Élie Buzyn. Je veux, en votre nom à tous, lui dire que nous le ressentons comme un grand honneur, un moment d'émotion, mais ce que nous voulons aussi, c'est transformer cette émotion en conviction. J'ai lu que vous avez, cher Élie, accompagné, ou peut-être vous ont-ils accompagné, vos petits-enfants sur le lieu où vous avez été meurtris, et vous avez dit je souhaite qu'ils deviennent des témoins, des témoins des témoins. Eh bien, je crois que ce soir, vous avez devant vous 700 témoins des témoins, et nous sommes heureux de pouvoir ici, tous ensemble, rejoindre la cohorte des témoins grâce à vous, et nous vous en remercions du fond du cœur. Je voulais également saluer l'initiative de Noémie Madar, qui est présidente de l'UEJD. Elle est accompagnée du président de l'UEJF et du rédacteur en chef de RFM, qui va jouer dans cette soirée et dans cette soirée de témoignage le rôle de modérateur, et je le remercie également. Voilà. Noémie, à vous. Nous commémorions il y a 2 jours les 70 ans de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. C'est dans la perspective de faire participer notre université à ces commémorations que nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Monsieur Élie Buzyn. Je tenais tout d'abord donc à vous remercier de nous faire l'honneur de votre présence. Témoigner, transmettre, perpétuer la mémoire, telle est votre mission. Je vous en remercie et je crois que nous vous en remercions tous. Merci aussi à Eric Halimi qui vous accompagnera pendant votre témoignage. Aujourd'hui, 70 ans après la libération des camps, les témoins se font de plus en plus rares. Leurs témoignages, précieux et parfois difficiles à entendre, difficiles à concevoir. Pourtant, chacune de ces images, chacune de ces archives, chacun de ces récits sont une part de l'histoire. C'est aussi pour ces raisons que nous avons souhaité votre présence. C'est également pour combattre, lutter contre ce fléau si terrible qu'est le négationnisme. À l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, aujourd'hui, quand vous allez sur des sites comme YouTube et que vous tapez le mot Shoah, ce sont des dizaines de vidéos négationnistes qui apparaissent en tête d'affiche. Nous voulons, par notre travail, par votre travail, faire disparaître ces propos de la toile, faire en sorte que des propos qui nient cette partie si sombre de l'histoire ne puissent plus exister. C'est dans ce cadre, à l'appel de l'Union des rescapés d'Auschwitz et de l'Union des étudiants juifs de France, qu'une pétition a été lancée. Cette pétition est également soutenue par le président de la République. Free the Internet from Denial, que nous vous appelons à signer, demande aux réseaux sociaux de faire en sorte que dans leurs conditions générales d'utilisation soient bannis les propos négationnistes. C'est aussi parce que nous désirons mettre à profit les outils de la modernité au service de la connaissance et du travail de mémoire que cette conférence est retransmise en direct sur lemonde.fr. Enfin, les leçons de la Shoah sont universelles. Dans ces moments si difficiles pour la société française et plus largement pour le monde, nous devons tous nous unir afin que l'histoire ne puisse se raconter qu'au passé. Je vous remercie donc, chacun de vous. Merci d'avoir compris l'ampleur d'un témoignage comme celui d'Élie Buzyn et d'être si nombreux à vouloir incarner cette génération de transmission. Il est de notre devoir, nous étudiants, de ne jamais oublier que la Shoah n'est pas seulement une page, un chapitre de livre d'histoire. Ce sont des histoires, ce sont des familles, des enfants, ce sont tous des hommes, et c'est surtout une part importante de l'histoire de l'humanité qu'il faut sans cesse rappeler. Élie Buzyn, je veux m'adresser à vous maintenant, vous remercier encore une fois
vous remercier au nom de l'UEJD d'être ici pour raconter votre histoire, pour partager votre histoire et pour faire de nous les témoins des témoins. Merci beaucoup, Noémie Madar, président de l'Union des étudiants juifs de Dauphine. Je vais à présent passer la parole à Sacha Renguerir, président de l'Union des étudiants juifs de France. Merci Noémie, merci Eric, chère Élie, chers amis, mesdames, messieurs. J'étais ce matin à Dunkerque, devant une classe d'élèves de 4e. J'étais avant-hier à Auschwitz, ce lieu de sinistre mémoire où certains de mes aïeux ne sont pas revenus. Et lorsque je travaillais ce matin avec des élèves sur le mot juif, dans le cadre du programme Coexiste où nous intervenons dans les écoles, j'ai eu tout d'un coup un moment d'absence, parce que je me suis directement confronté au réel, buté aux préjugés, à la méconnaissance, à l'incompréhension. Aujourd'hui, vous voir si nombreux pour écouter cette parole si précieuse, et non pas, comme le disait très justement Noémie, pour écouter un cours d'histoire, mais pour venir à partir du message d'Élie, comprendre aujourd'hui comment chacun de nous, comment chacun de vous peut faire vivre la République, je crois que c'est un enseignement exemplaire. Et nous sommes extrêmement attachés à ce que ces lieux du savoir, à ce que ces lieux du débat puissent permettre pour chacun de porter les germes d'une République où nous ne verrons plus jamais ça. Je suis extrêmement fier et heureux de pouvoir entendre Élie aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a une force de vie incroyable, un humour décapant, un esprit d'une finesse rare, et qui, dans ces moments difficiles, je crois, vient réduire en miettes toutes les dynamiques de haine que nous avons commémorées et qui ne ressurgissent que trop. Merci beaucoup, Sacha Renguerir. Élie Buzyn, je suis vraiment très heureux de t'accompagner dans cette soirée, durant cette soirée. Et finalement, l'histoire de la Shoah, et Noémie l'a rappelé, ce sont aussi une somme d'histoires singulières. Il y a 2 jours, beaucoup de chefs d'État, beaucoup de survivants de la Shoah étaient à Auschwitz et ont lancé à nouveau cet appel de plus jamais ça, pour que finalement cette histoire, votre histoire, ne devienne notre futur. Alors peut-être avant d'entendre votre témoignage, pendant 50 ans, vous n'avez pas témoigné. La question, bien entendu, est pourquoi 50 ans après, vous avez voulu, ressenti le besoin de témoigner? Bien, bonsoir d'abord. Je suis impressionné par cette multitude d'étudiants devant moi et je vous remercie d'être tous là. C'est très important parce que j'estime en entrée, c'est que je témoigne actuellement par devoir. C'est pas par plaisir ni par volonté de témoigner de mon vécu, c'est pas tellement très important, mais je témoigne devant vous pour que vous, à votre tour, puisque vous êtes la jeunesse, vous êtes l'avenir de la France, de l'humanité, et puissiez, pour que vous sachiez que vous m'avez entendu encore vivant et que vous deveniez en quelque sorte les témoins du témoin que je suis, pour que les choses ne soient pas oubliées. Si vous voulez en résumer, de ne plus parler de la Shoah, de ne plus parler des victimes innocentes qui furent par millions, c'est si on ne parle pas, si on les oublie, c'est comme si on les faisait mourir une deuxième fois, et ça peut déboucher à tous les recommencements que l'on veut. Parce que le plus jamais ça, le jamais, on a l'impression il a disparu. Et on en est à plus ça. Et plus ça, d'autres gens disent plus que ça.
Et c'est un petit détail quand même à son importance. Maintenant, je reviens à la question. On me demande pourquoi je n'ai pas parlé pendant 50 ans ou plus. Et j'avoue, il y avait deux choses. Il y avait des gens qui voulaient parler tout de suite après le retour de la déportation. Ils essayaient même d'en parler. Il faut dire des assistances, peut-être moins nombreuses, qui les écoutaient, trouvaient que les gens disaient des choses absolument incohérentes, incompréhensibles, et on les prenait finalement un petit peu des gens psychologiquement dérangés. Et dans l'assistance, il y avait toujours quelqu'un de plus intelligent que les autres et interpellait l'intervenant en disant « Bon, écoutez, ce que vous racontez, c'est absolument impensable, inimaginable, mais si c'était vrai, comment se fait-il que vous êtes là, devant nous, vivants, en train de nous parler ?» Vous voyez, je peux vous dire, cette question-là avait pour résultat que quelques-uns qui voulaient parler se taisaient comme une huître qui se renferme et on ne parle plus. Certains ont tout de même continué à parler. Et dès le début, j'ai ici tout de même un exemple qui est connu, c'est Primo Levi, qui était grand écrivain, mais il a fini par se suicider. Et d'autres aussi qui ont essayé de parler, on en parle moins parce qu'ils sont moins connus, Primo Levi, ont fini par se suicider. Et je peux vous dire, une grande partie dont j'étais, de jeunes surtout, on sentait, si on parlait la Shoah, si on parlait de nos disparus proches de toutes nos familles, c'était un danger pour nous grave, un danger de suicide d'une part, en tout cas si ce n'est pas suicide, c'est d'une impossibilité totale de rentrer dans la vie et d'essayer d'entrevoir quelque chose de normal, au point de vue professionnel, familial ou autre. Et de penser à la Shoah tous les jours, c'était extrêmement dangereux. Et moi, je l'avais analysé comme celle-là. Je m'étais promis que je n'en parlerai pas, même à mes propres enfants, quand ils étaient très jeunes. Bon, avec les années passant, c'est exact. En plus, je m'étais promis que je ne retourne jamais plus de ma vie, ni en Pologne, où j'étais né, ni à Auschwitz, mais ni en Allemagne non plus, parce que j'estimais que cette terre-là était imprégnée. Le sol de la Pologne et de l'Allemagne était imprégné du sang et des cendres de tous les nôtres, et par millions, et par conséquent, je sentais que je ne peux plus le fouler, je ne peux plus y aller. Et ça, c'était comme ça pendant 50 ans. Et si j'ai pris conscience, si j'ai changé un peu, c'est première chose à cause de notre fils, qui avait à l'époque 21 ans, qui est venu me voir en disant, voilà, j'ai décidé, lui, en tant qu'adulte, majeur, étudiant, j'ai décidé d'aller à Auschwitz pour voir où mes grands-parents paternels, que je n'ai jamais connus, comment ils ont disparu. Et alors, quand j'ai entendu cela, il m'a dit aussi, je sais que tu nous as dit que tu ne voulais plus y retourner, et je comprends, c'est trop douloureux pour toi, par conséquent, j'irai tout seul avec un groupe. Finalement, je me suis dit, pourquoi pas? Et puis, je me suis repris immédiatement en disant, non, si quelqu'un doit t'accompagner là-bas, c'est moi. Et c'est comme ça, je suis retourné, ça fait maintenant 22 ans, 1993, j'y suis retourné, et encore pas tout seul, parce que je ne me sentais pas capable, je travaillais à l'époque encore, je n'étais pas capable, ni physiquement, ni moralement, d'y aller tout seul avec mon fils, d'affronter tout cela. Et nous sommes partis plusieurs déportés, avec nos grands-enfants, on était 6 ou 7, et on a fait un voyage de 6 jours, où on a pris conscience non seulement des camps où nous étions passés, mais aussi de tous les autres camps, surtout d'extermination, qu'on n'a pas connus, heureusement, et pour cause. Et après ce voyage, qui a duré 6 jours, je suis rentré
Et je me suis dit, bon, j'ai fait mon devoir, c'est terminé. Maintenant, je vais parler à mes enfants, mes petits-enfants quand ils seront grands, et je ne retourne plus. Voilà. Et tout de même, après ce voyage, 2 ou 3 ans après, pas très longtemps, je me suis dit quand même, le devoir d'en parler est un grand devoir. Et c'est là que j'ai commencé à des témoignages parmi des élèves, des étudiants, et puis surtout, après, pas tout de suite d'ailleurs, accompagner des groupes à Auschwitz au moins 1 fois par an. Ça, c'était un peu retardé. Et entre autres, j'avais décidé, lorsque notre petit-fils, le premier, est arrivé à l'âge de 15 ans, j'ai pris la décision que j'emmènerais tous mes petits-enfants à l'âge de 15 ans, moi-même, à Auschwitz, pour leur expliquer un peu ce qui était notre famille des générations précédentes. C'était leurs arrière-grands-parents. Vous me direz, c'est déjà un peu plus éloigné, mais quand même, les arrière-grands-parents. Et donc, je les amène les uns après les autres. J'ai emmené 4. Il y en a encore 4 qui seront là. Et sur ces 4-là, comme j'ai exprimé à mon fils qu'il n'est pas sûr que je pourrais tous les amener, compte tenu de mon âge quand même, il m'a dit qu'il le fera à ma place si, pour une raison quelconque, je ne peux pas le faire. Et je vous assure, ça m'a vraiment calmé beaucoup. Je me suis dit, je peux partir tranquillement. Je sais, mes petits-fils, ils iront à 15 ans avec mon fils, et que la Shoah ne sera pas oubliée à travers générations dont vous faites partie. Un devoir de transmission, donc. Hein? Un devoir de transmission aux générations futures. Et c'est aussi l'objet de cette soirée. Alors, peut-être que tu peux nous décrire, nous dire exactement où tu es né, dans quelle ville, en quelle année, pour démarrer peut-être ce récit. Bon, je vais essayer de résumer parce que c'est toujours un petit peu plus long. J'y suis né à Lodz, en Pologne, qui est une grande ville industrielle textile qu'on appelait à l'époque le 2e Manchester. Et j'y suis né dans cette ville, dans une famille assez aisée. Mon père était industriel, assez absent d'ailleurs, que j'ai connu relativement peu, parce qu'il était en voyage, toujours occupé. Et ma mère, au contraire, qui était mère de 3 enfants. J'avais un frère aîné de 11 ans et une sœur aînée de 6 ans. Et une vie normale, j'y suis né alors que en 1929, en 1933, mes premiers souvenirs remontent à 1933, pas par hasard, c'était l'année, j'avais 4 ans, on a des souvenirs de 4 ans, on a des clichés déjà assez précis, et ces 4 ans, c'était l'agitation chez nous à la maison, parce qu'en fait, M. Hitler a été élu, j'insiste, élu normalement. Il est arrivé au pouvoir, premier chancelier du Troisième Reich. Et j'insiste qu'il a été élu, il n'a pas fait de putsch, il n'a pas pris le pouvoir, il a été élu régulièrement. Et étant élu régulièrement, c'est pour vous montrer comment on peut arriver à dépraver et modifier toute une population avec une propagande adéquate. On peut arriver à beaucoup de choses. Surtout à la jeunesse aussi, la fameuse Hitlerjugend qu'on a pu influencer d'une façon extrêmement dangereuse. Et donc, ce qui est important, c'est souvenir de 33, de cette agitation. Je ne comprenais pas à quoi cela correspondait, mais je voyais qu'il y avait vraiment des discussions très fortes chez nous, avec des amis de ma famille, de mes parents, etc. Mais ces contextes étaient extrêmement importants pour la compréhension de la suite. Monsieur Hitler n'a pas fait de cachette. Il a eu le pouvoir régulièrement. En prenant le pouvoir, il a annoncé ce qu'il voulait faire dans le futur quand il pourra le faire. On l'a écouté, on ne l'a pas entendu. En fait, on ne voulait pas entendre. On disait
fou, qu'il disait n'importe quoi, qu'il ne fera jamais ce qu'il a dit. Et c'était également le cas au sein de votre famille? Vous ne vouliez pas entendre également, même en 1933? Même mon père, qui était germanophile, qui tenait vraiment en admiration de la culture allemande, etc., il ne voulait pas croire. Il a dit, de toute façon, il ne fera jamais ça, il n'est pas capable. Il était relativement attentiste. Et beaucoup de gens étaient comme ça. D'ailleurs, nous vivions la même période actuellement. Je vous signale, je vous le rappelle. Des profils psychologiques particuliers. Il y a des gens, il y a des profils qui font des choses en cachette. Ils font en secret. Ils préparent des coups en secret. Mais il y a un profil psychologique beaucoup plus dangereux, c'est d'annoncer ce qu'on veut faire, et non seulement d'annoncer ce qu'on veut faire, mais quand on est en état de le faire, on le fait. Et il faut dire, savoir, c'est un danger énorme. Et ça existe actuellement aujourd'hui. On vous dit ce qu'on veut faire. On vous dit que maintenant, tous les juifs d'abord, tous les chrétiens d'abord, tous les mécréants, et même tous les musulmans qui ne veulent pas abuser des choses extrémistes et radicales, sont voués à la disparition. Et je peux vous dire, cette minorité actuelle, si elle arrive au pouvoir sur le plan militaire ou autre, elle le fera. En 1933, Élie Buzyn, donc vous êtes dans cette ville de Pologne avec votre famille, vous ne vous doutez pas, absolument pas, du danger qui pèse sur l'avenir de votre famille? Non, on ne peut pas dire on ne doutait pas. On savait qu'il y avait des problèmes, parce que je sais, chez nous à la maison, ma mère qui était très... dans les institutions caritatives, elle était très, très active, et il y avait déjà des juifs d'origine polonaise qui vivaient en Allemagne, qui ont été expulsés vers la Pologne, à partir de 1933-1935. Donc il y avait les prémices déjà. Et je me souviens, moi, quand j'avais 5, 6, 7 ans, et je me souviens que ma mère faisait accueillir des familles comme ça, qui arrivaient sans rien, comme ça, de les accueillir chez nous, dans le temps de leur trouver une solution quelconque d'habitation ou autre. Ça, je me souviens très très bien, à tel point, moi qui avais une chambre seule, d'ailleurs nous avions chacun une chambre seule, on m'a mis dehors de ma chambre pour disposer justement pour tous ces invités. Pour héberger des Allemands qui avaient été expulsés d'Allemagne? Pour héberger des Allemands qui avaient été expulsés d'Allemagne. Voilà, héberger d'une façon, enfin, quelque temps, d'autres en famille après, etc. C'était comme ça entre 1934 et 1939. J'arrive à 1939, je rentre des vacances avec ma mère parce que ma mère est allée faire une cure en montagne, et je l'accompagnais toujours. Et donc, nous revenions en 1939, la Pologne est attaquée par le horde nazi en septembre 1939. En quelques jours, la Pologne a été conquise. Notre ville, Lodz, était donc conquise par les Allemands. Et très rapidement, on a pris des décrets envers d'abord la population juive. Et donc, ce qu'il y avait, on a dit, les Juifs doivent quitter les appartements, doivent aller dans un quartier le plus déshérité de la ville, où il n'y avait pas tout à l'égout, il y avait de l'eau courante pas partout, de l'électricité pas partout. Et pour faire un grand travail là-bas, les gens devaient se rendre volontairement. Au début, mon père ne voulait pas le croire, il a dit dans le temps, on verra, il ne faut pas se presser. Et jusqu'au mois de mars 1940, c'est-à-dire quelques mois après, là, on a déporté les gens de force de leur foyer, en les dépouillant de tout, et pour les amener de force dans ces camps de travail. C'était notre première déportation, et il faut dire, elle était pour ma famille très dévastatrice en ce sens qu'on nous a regroupés dans une cour voisine, on a regroupé les habitants de plusieurs immeubles voisins, et là, on a choisi
3 jeunes gens qu'on a alignés devant le mur, devant nous, et l'officier nazi qui dirigeait l'action, comme on dit, l'officier nazi a tenu un discours très bref en disant, voilà, vous allez transférer des forces maintenant déportées vers le camp de travail. Si au cours de ce transfert, vous essayez de vous soulever, de vous opposer, de vous évader, quoi que ce soit, voilà ce qui va vous arriver. Et il a donné l'ordre de fusiller ces 3 jeunes gens ont été massacrés comme ça. Et parmi eux, avait mon frère aîné, Avram, qui avait 22 ans. Vous aviez quel âge, vous? Hein? Vous aviez quel âge? J'avais 11 ans. Je venais à avoir 11 ans. C'était au mois de mars, j'ai eu mes 11 ans au mois de janvier. Et donc, mon frère de 22 ans est assassiné comme ça, devant sa mère, son père, ma sœur et moi-même. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte le choc effrayant, effroyable que ça a pu être, surtout pour ma mère et mon père. Ma mère a blanchi en une nuit, alors qu'elle avait 42 ans. Je ne l'ai pas reconnue le matin. Mon père était très abattu parce qu'il pensait que ce n'était pas possible tout ça. C'était absolument, paraissait invraisemblable. Et ma sœur, qui était mon aînée de 6 ans, elle avait donc 17 ans, elle avait commencé à faire des crises convulsives du type épilepsie réactionnelle, d'ailleurs qui l'ont handicapé toute sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Et donc ces premiers malheurs étaient effrayants, et j'étais le seul valide. Je me suis dit, il faut que je me suis dit, sans me dire, enfin, on n'est pas très intelligent, 11 ans, mais je me dis, si je ne suis pas là à faire quelque chose, on va disparaître tous les 4. A commencé une période extrêmement pénible, difficile dans ces camps de travail. À ceci près, je signale, ces camps de travail qu'on appelait des ghettos, si vous voulez, étaient des camps de travail où, au début, la cellule familiale était préservée. C'est-à-dire les conditions de travail et de vie extrêmement difficiles, mais la famille était là. C'est-à-dire j'étais avec mes parents, avec ma sœur. C'était très important parce que d'être en famille que d'être tout seul. Les camps de concentration ultérieurs, ce qu'on appelait, étaient des camps ou des camps d'hommes ou des camps de femmes, tous en âge de travailler. Et c'est donc qu'il y avait une espèce de sélection véritable et qui était très difficile parce que la cellule familiale n'existait plus, était éclatée ou exterminée. Pendant 2 ans, de mars 40 à 42, en septembre ou octobre 42, la vie s'est dégradée très progressivement, mais très fortement, à savoir l'alimentation était très précaire, mais les gens qui travaillaient peu avaient droit aussi à certains tickets d'alimentation. Ceux qui travaillaient avaient une ration un peu supérieure de 900-950 calories, alors que les étaient à 700 calories, et de sorte et les conditions d'hygiène étaient épouvantables. Il n'y avait pas de savon, il y avait tout juste, il y avait de l'eau, et de sorte que les maladies infectieuses, contagieuses sont apparues très rapidement, suivies d'une mortalité importante du fait des maladies, d'une part la tuberculose, le typhus, les maladies infectieuses, toutes sortes. Eh bien, il y avait aussi toutes les maladies de dénutrition, de sous-nutrition. Et de sorte que la mortalité était importante. Et en 1942, les nazis, la direction nazie a décidé qu'il y avait trop d'improductifs dans ces camps et qu'il fallait éliminer tous les gens qui ne travaillaient pas, c'est-à-dire qui étaient âgés ou paraissaient comme tels ou qui étaient handicapés et surtout qui étaient enfants. La barre était 10 ans. À partir des 10 ans, on pourrait rester et travailler. En dessous de 10 ans, on devait être éliminé. Et imaginez que dans ce camp où la cellule familiale existait, il y avait des couples, des jeunes couples qui étaient là, 20 ans, 22 ans, 23 ans, mariés. Ils avaient des bébés qui sont nés entre 40
Et 42, ils avaient 6 mois, 3 mois, 1 an. On les a arrachés de force des bras de leur mère pour les sortir, parce que les mères étaient travailleuses, elles étaient en âge de travailler. Et ceci était avec l'accord, la direction interne juive du ghetto, avec un monsieur qui était à la tête, qui était un paranoïaque, un malade, qui pensait qu'il était le roi et qui pouvait faire un royaume là, le royaume des Juifs, et que si on travaillait pour le Troisième Reich, le travail nous permettrait de survivre et passer la guerre. En quoi il s'est trompé grossièrement. Mais toujours est-il, 1944, on a éliminé 15 000 enfants que de ce ghetto-là, de notre ville. 15 000 enfants de moins de 10 ans. Ce ghetto se situait où? Il était dans Łódź ou il était dans la ville de Łódź? Oui, dans la ville. On était dans ce quartier, je vous dis, les plus déshérités, enfermés. Au mois de juin 1940, c'était une fermeture complète, sans aucune communication avec l'extérieur. J'insiste sur ce problème dans notre camp de travail. À Varsovie, il y avait le tout à l'égout. Par le tout à l'égout, les communications avec l'extérieur étaient possibles. Et je peux vous dire, là-bas, ils étaient au courant, les gens qui étaient dans le ghetto de Varsovie, ils étaient au courant de ce qui se passait à l'extérieur. Ils connaissaient les camps d'extermination, ils connaissaient l'existence d'Auschwitz, de Treblinka, Maïdan et que d'autres, ce qui a permis la préparation de la fameuse révolte de 1943 à Varsovie, où quelques jeunes gens qui ont pu se procurer quelques armes par le souterrain ont tenu tête à la soldatesque allemande pendant plusieurs semaines. Je ne sais pas, il faut quand même connaître un peu l'histoire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Ils ont été tous tués, à quelques exceptions près. Mais enfin, ça y est. Chez nous, était le blackout total. On ne savait absolument ce qui passait à l'extérieur parce qu'on est isolé. L'isolement était extrêmement efficace. Et donc, 1942, on élimine tous les improductifs. Mes parents devaient partir aussi parce que finalement, je ne vais pas prolonger tout ça, mais je ne pouvais pas me concilier. D'être séparé d'eux, j'ai dit, j'avais 13 ans, j'ai dit, je vais sortir avec eux. Et ma sœur, qui était malade, je l'ai fait cacher sur le lit en me disant, peut-être qu'ils ne la trouveront pas, parce que s'ils la trouvent, ils vont l'exterminer tout de suite. Parce que les coups de bâton, les coups de revolver, des pistolets, mitraillettes étaient très fréquents pour un chien. Et par conséquent, quand je suis sorti, j'ai vu mes parents qui étaient à l'arrière du camion et que l'ISS qui était là avec son chien, avec sa mitraillette, regardait un peu de côté. J'ai pu les arracher, les faire entrer dans l'immeuble. Et c'est comme ça qu'on a pu... Et ma sœur n'a pas été retrouvée par la nazis. Ils ne sont pas passés, je ne sais pas, ils n'ont pas trouvé. Et on a donc pu continuer pendant 2 ans, de 1942 à 1944, extrêmement difficile puisque mes parents étaient clandestins. Ma sœur aussi pratiquement, ils n'avaient plus droit à aucun ticket. Et j'étais le seul à pouvoir travailler et essayer de brouiller pour qu'on puisse survivre tant bien que mal. Voilà. J'ai une question. Entre 40 et 42, est-ce qu'une fois vous vous êtes dit il y a bien quelqu'un qui va venir nous sauver? Il y a quelqu'un qui va venir nous sauver de l'extérieur. Est-ce qu'une fois vous avez dit les Anglais, les Américains, est-ce qu'à un moment donné vous avez espéré si, c'est pouvoir en avoir cet 44, espoir-là? En 44, en 42. Aussi tard. En 42, on ne savait absolument, on était complètement isolé et bouclé, on ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur. 42. Ensuite, en 44, après l'élimination de tous les gens improductifs, on continuait donc à travailler et il y avait quand même on savait que l'armée russe, soviétique, venait par l'Est et on s'espérait peut-être qu'ils arriveront à nous libérer. Il y avait un espoir quand même en disant peut-être ça va se terminer. Eh bien non, en 1944, comme toujours, les nazis ont décidé, parce que la force de travail, ce qui les intéressait, le Troisième Reich, c'était exterminer les Juifs
Mais s'ils peuvent travailler encore, il faut profiter de leur force de travail et les exterminer après. Et donc, ceux qui pouvaient travailler étaient exterminés tout de suite, mais ceux qui travaillaient avaient le droit de mourir par le travail. Et donc, c'était un objectif très clair et très précis. Et c'était un objectif, je dois insister sur une petite chose. Il y a des exécutants, c'est vrai, dans toutes les actions, partout, dans tous les pays, il y a des exécutants, mais il y a des décideurs en haut lieu. Et en haut lieu, d'ailleurs, maintenant aussi, c'est la même chose. Il y a des décideurs qui manipulent les gens pour qu'ils fassent ce qu'ils ont décidé. Et je peux vous dire, les décideurs nazis, il y avait deux points importants. Il y a un trépied nazi en très haut lieu, décidé très tôt d'ailleurs. Le premier point, c'était, bon, le but était exterminer tous les juifs, les tziganes aussi, puisque c'est une race inférieure. Je vous rappelle qu'en troisième position venait la race slave. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai, le slave était en troisième position. Comme aujourd'hui, les juifs sont en première, les chrétiens sont en deuxième position, les yézidis en troisième, etc. J'en passe. Donc, c'était la première chose, le but. Pour y arriver, il y avait deux choses. La première, le secret. Tout ce qu'on prépare pour les juifs, pour les déportations, le camp de travail et tout ça, il ne faut pas qu'ils sachent comment ça va se passer, comment se passer. Deuxièmement, pendant nos actions, le deuxième du trépied, pendant nos actions, il fallait un climat de violence la plus importante possible. C'est-à-dire, les violences étaient telles, les cris, les coups de matraque, les exécutions pour rien, les chiens, les grands bergers allemands qui vous dévoraient pour rien, tout ça, ça a été volontaire. Pourquoi? Pendant cette action, les gens étaient tellement terrassés, terrorisés, qu'ils étaient pratiquement paralysés. Il n'était pas question, ils essayaient de s'évader ou s'opposer. Ce n'était pas possible. C'était voulu comme ça. Ensuite, il y avait un troisième point du trépied, mais qui est arrivé un peu plus tard, en 1943. En 1943, tous les grands nazis savaient qu'ils allaient perdre la guerre, qu'ils ne pourront pas y arriver, sauf peut-être Hitler qui était bon. Mais tous les autres, même en haut lieu, dans l'armée et partout, ils vont les perdre. Non seulement ils allaient perdre la guerre, mais qu'ils allaient être jugés pour leur criminalité, parce qu'ils savaient qu'ils étaient criminels. Alors, il ne faut pas être... C'était pas des gens illettrés. Ils savaient qu'ils devront rendre compte. Et comme tout criminel sait que si on ne peut pas prouver son crime, il ne peut pas être condamné. Donc, on a pris une décision au lieu d'effacer le trace de leur criminalité. Ils ne sont pas arrivés, mais ils ont fait beaucoup. Ils ont fait sauter toutes les chambres à gaz, les fours crématoires, faire disparaître des camps entiers. Le camp de Treblinka, où on a assassiné 1 200 000 personnes, il ne restait rien. Aujourd'hui, vous ne trouvez rien. Il y a un wagon qu'on a posé comme ça pour mémoire, mais du camp lui-même, tout a été détruit, etc. Donc, destruction des traces, des traces de les crimes, pour ne pas... D'ailleurs, quand il y a eu procès Nuremberg, en plus, c'est que tous les dignitaires nazis qui étaient là jugés, quand on leur demandait, en bonne démocratie, on leur demandait, est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable, guilty ou not guilty? Eh bien, ils sont levés tous, ils ont dit not guilty, ils ne sont pas coupables. Vous pouvez le voir, entendre, ils ne sont pas coupables. Il y en a un quand même qui s'est suicidé après, le seul suicide, c'était Himmler. Pardon. Pour vous dire que le 44 dont on pense et on nous dit, voilà, c'est quand on va être liquidé,
Il va être évacué vers l'Allemagne. On nous expliquait dans un camp de travail où les conditions sont bien meilleures qu'ici, et par conséquent, allez vous présenter à la gare pour être transféré. Et je vous assure, cette propagande était parfaitement bien faite. Moi-même, je l'ai cru. Hein. En 1941, j'avais 15 ans en Giron. À 15 ans, je me même pressé mes parents pour partir le plus tôt possible, pour arriver là-bas dans les premiers. Et ce qui s'est passé, c'est que, et en plus, pour nous montrer, pour nous tromper, on a monté une machine-outil de nos usines sur des wagons ouverts, vous voyez. C'était au mois d'août 1944. Paris venait d'être libéré, quelques jours près. Eh bien, on a mis machine-outil en disant, voilà, vos outils de travail partent avec vous. Et tout le monde était rassuré en disant, puisque... Et puis on est parti, je ne vous décris pas le voyage par la chaleur du mois d'août, avec pas de conditions d'hygiène, pas manger, ni boire pendant 3 jours, pour arriver en fait à Birkenau, Auschwitz, alors qu'on ne connaissait même pas l'existence. Et là, je vais raccourcir un petit peu pour vous dire qu'il a la sélection fameuse que vous voyez, et on était là, mes parents sont allés tout de suite d'un côté. Moi, je ne savais pas à quoi cela correspondait. Et moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on descend des wagons. Il y a des déportés qui nous recevaient. Des déportés qui étaient dans le camp, qui travaillaient à la réception des trains qui arrivaient. Et quand ils voyaient des jeunes comme moi, petits, ils disaient « dis que tu as 17 ans, dis que tu as 18 ans, dis que tu as 17 ans ». Je ne comprenais pas à quoi ça correspond. Toujours est-il, mes parents vont d'un côté, moi je passe devant un nazi qui fait la sélection avec son pouce comme ça, il me demande mon âge. Alors je me suis rappelé ce qu'on m'a dit conseillé, comme ça, 3 personnes, je ne me suis dit pas pour rien, et j'ai dit j'ai 17 ans. Bon, il m'a cru partiellement, il m'a regardé comme ça, et il m'a donné un coup de poing dans la poitrine, comme ça, pour voir ma résistance. Il se trouve que je ne suis pas tombé. Et bon, quand on parle des survies, c'est ça les survies. Si j'étais tombé, je ne serais pas assis aujourd'hui devant vous à vous parler. C'était comme ça. Et je vais de l'autre côté. Et de l'autre côté, on nous reçoit, on me fait déshabiller. Je passe sur les détails, si vous voulez. Tout ça avant la désinfection, le rasage, tout ça. Et je demande aux gens qui s'occupaient de nous, qu'est-ce qu'ils sont devenus les autres? Moi, je ne savais pas. En 30 secondes, on m'a expliqué les chambres à gaz, comment on gaze les gens, comment ça se passe à l'intérieur. C'est décrit d'ailleurs, comment ça se passe à l'intérieur. Ensuite, une fois les gens assassinés, comment on les transférait, dans quelles conditions inhumaines, avec des crochets, des boucheries, vous savez, pour les traîner les cadavres, pour les amener au four crématoire, pour les incinérer. Et quand vous entendez ça, et vous savez que votre père et votre mère étaient là, ils subissaient ce sort avec lesquels vous avez vécu pendant 4 ans, de 40 à 44, dans des conditions très difficiles, vous espériez que peut-être ça va prendre fin. Et je peux vous dire, quand j'ai appris l'assassinat, pas la disparition, il ne faut pas dire les gens ne sont pas disparus. Ils sont toujours là d'ailleurs. De parler de disparaître. Il ne faut pas dire ils ont disparu ou ils ont disparu. Ils n'ont pas disparu, ils ont été sauvagement assassinés d'une façon que l'imagination est difficile. C'est pour ça. Donc, quand j'ai pensé comment ils étaient assassinés, j'ai même regretté d'avoir menti à cette SS-là, qui a fait les sélections, parce que si j'avais donné mon âge véritable, je serais allé avec eux et peut-être leur mort aurait été plus facile. Vraiment, je me disais, est-ce qu'il y a une possibilité d'aller de l'autre côté? Alors on me disait, tu es complètement fou, de toute façon, ils sont déjà morts, ils sont déjà dans la fumée, ils sont partis. D'ailleurs, mon Dieu, il est parti en même temps dans cette fumée. Eh bien, je me suis souvenu quand même d'une parole de ma mère pour vous dire la résistance,
J'insiste, un petit point difficile, mais vous êtes jeunes, vous avez tous des parents et vous êtes des futurs parents. L'importance parfois des mots. Lorsque, en 1942, cette année dont je vous ai écrit cette élimination nous est productive, c'était en septembre, octobre, moi en janvier, j'ai eu 13 ans. J'ai eu ma majorité, si vous voulez, religieuse, je n'insiste pas là-dessus, mais à l'occasion de cette manifestation religieuse, ma mère m'a dit qu'elle est sûre qu'elle ne survivra à cette guerre, ni mon père non plus, ni ma sœur qui était malade, par conséquent, et mon frère qui était assassiné, comme je vous ai dit. Et elle m'a conjuré, elle m'a dit, tu es le seul à pouvoir continuer à vivre, il faut que tu fasses tout ce que tu peux pour continuer à vivre, être prêt à être libéré, finir la guerre, essayer de retrouver notre famille à Paris, en France et à Tours, et pour voir ce qu'ils sont devenus, et pour les raconter ce que la famille est devenue, mes parents, mes grands-parents, tantes, oncles, tout ça a été assassiné. Et elle m'a conjuré de tenir le coup. Je me suis souvenu de cette phrase quand j'étais à Birkenau et que je voulais aller de l'autre côté. Je me suis revenu les paroles de ma mère et j'ai dit ma résistance pendant la guerre, c'était cette phrase. Ce n'était pas une résistance avec un fusil, une résistance de force ou autre, c'était le mental, le moral qui m'a permis de tenir le coup encore pour passer cette année supplémentaire entre Auschwitz et la marche de la mort pour arriver à Buchenwald où on a été libéré le 11 avril 1945. Mais ce que j'insiste sur ce point, qu'une phrase peut avoir une influence extrêmement importante. C'est-à-dire qu'en 1944, quand vous arrivez à Auschwitz, vous n'avez pas connaissance de l'existence des chambres à gaz. Avant, entre 40 et 44... Absolument, je peux vous dire, au Ghetto Lodge, notre isolement était tel qu'on ne savait pas, même monsieur, le chef du ghetto, monsieur Romkowski, n'était pas au courant. Ce monsieur n'était pas au courant, il a sacrifié 15 000 enfants juifs en 1942. Il leur dû suicider parce qu'à Varsovie, on a demandé la même chose au chef du ghetto, il s'est suicidé, il n'a pas donné les enfants. Vous comprenez, il y a des attitudes comme ça, vous savez, c'est très difficile. Et ce monsieur, quand il s'est présenté à la gare pour partir en 1944, puisqu'on a dit tout le monde devait être évacué, il s'est présenté, il a demandé aux SS qui étaient là où est la première classe pour qu'ils partent en première classe avec sa clique. Il avait une clique autour de vous, comme tous les régnants, si vous voyez, tous les dirigeants, on touche autour d'eux quelques gens. Il nous demande où est la première classe. Alors il lui a dit, tu es juif comme les autres. Ils l'ont poussé dans un wagon à bestiaux fermés, comme nous. Il est arrivé là-bas. Et là-bas, il a l'occasion, parce qu'il a été exécuté par les gens dont il s'est débarrassé aux 42 autres qui sont arrivés à Auschwitz là-bas, et eux, ils vivaient que dans une seule pensée. Ils savaient qu'à un moment donné, il va arriver un jour, il l'attendait. Quand il est arrivé, il a été assassiné à coups de poing, il a été exécuté, sans jugement. Et on l'a jeté comme ça dans le four crématoire. Voilà la fin de ce roi-là. Est-ce que vous pouvez nous décrire la vie dans les camps entre 1944 et la libération du camp? La vie dans les camps, la libération des camps, si vous voulez, bon, donc, je suis libéré, je décide de rester là, suivre la filière qu'il faut, à savoir, être tatoué, bon pour le travail. Et puis donc, c'était une chance, c'était une très grande chance d'avoir le tatouage parce qu'au moins, on est bon au travail et on peut mourir au travail, mais pas mourir assassiné comme ça. Et donc, je suis tatoué, je suis transféré à Auschwitz I. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont visité. Là-bas, il y a deux entités
très différentes, mais ils sont regroupés à peu près au bon endroit. Il y a Auschwitz I, qui était camp de concentration de travail, qui a été érigé dans des anciennes casernes de l'armée polonaise, et puis dans lequel il y avait des gens qui travaillaient, qui étaient aptes au travail. Il y avait un deuxième camp qui était un camp d'extermination, qui s'appelle Birkenau, et Birkenau, c'est la prairie au boulot. D'ailleurs, il y a un film très intéressant, je vous le conseille, La petite prairie au boulot, de Marceline Loridan-Ivens, qui a décrit un peu les choses là-bas. Il est très bien fait. C'est un film déjà assez ancien, un film fiction avec Anouk Aimé qui joue le rôle de Marceline, l'ancienne déportée. Eh bien, l'entité Birkenau, Auschwitz était très différente. Et donc, quand vous étiez à Auschwitz I, vous étiez déjà quelqu'un qui a le droit de continuer à vivre par le travail. J'arrive tatoué, je vais raccourcir un peu, les conditions de vie sont très difficiles, mais quand même, il y a des rations alimentaires, on est dans des baraques où on est couché sur 2 étages, parfois 3 étages, mais dans des conditions, disons, pas extraordinaires, et à mon avis, ils étaient meilleurs, bien entendu, qu'à Birkenau. Mais quelques jours, je suis resté là-bas. Bon, à Auschwitz, j'y suis désigné. D'abord, il y avait du travail. Dans ce camp de travail, il y avait 2 sortes de gens qui travaillaient dans un périmètre de 4-5 km. On sortait travailler tout le matin au son de l'orchestre et on revenait le soir après le travail. C'est très important, mais c'est très très dur. Vous savez, partir le matin, marcher 3-4 km ou 5 km, travailler dur toute une journée et revenir le soir, c'était quelque chose d'épouvantable. Il y a des gens qui mouraient au travail. Et le problème, quand vous mourrez au travail, il fallait ramener à tout prix leurs cadavres pour que, à l'appel du soir, à la rentrée, qu'ils soient là pour que les comptes y soient. Parce que si les comptes n'y étaient pas, ça devenait épouvantable parce qu'il était étiqueté comme évadé. Et croyez-moi, à Auschwitz, pour s'évader, je crois, il y a peut-être la réussite d'évasion, 1 pour 1000 ou je ne sais combien, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que d'abord, vous étiez habillé, vous aviez une tête un peu spéciale, vous étiez rasé, mais même si vous preniez des habits civils en tuant un civil dans la forêt, vous êtes évadé, on vous découvrait avec vos tatouages. Donc le tatouage était un système d'anti-évasion par excellence. Parce que dans beaucoup d'autres camps, il y avait des numéros, nous n'avions plus d'identité, nous étions un numéro un tel, réduit à cela, pas de nom, pas de prénom, mais il y a des camps où il y avait le tatouage, c'était par excellence l'évasion. Parce que si on n'avait que le numéro, cousu vos vêtements, le pantalon et la veste, eh bien vous l'enleviez, et si vous mettiez des vêtements civils, vous étiez comme tout le monde, comprenez? Mais le tatouage vous faisait repérer immédiatement. Et voilà, j'y suis donc tout tatoué, je tombe malade, bon, je passe là-dessus, jour, j'ai été sauvé par un témoin de Jéhovah. Par hasard, il était infirmier, il a fait ce qu'il faut pour essayer que je tienne le coup. Et je suis sorti, et ensuite j'ai été désigné dans un commando de travail qui n'était proche, qui était à 20 km du camp d'Auschwitz. Et donc on ne pouvait pas partir le matin, rentrer à pied. C'est difficile. Donc on dormait sur place. C'était une très grande exploitation agricole. Je ne peux pas vous donner le nombre d'hectares qu'il y avait, etc. Le travail agricole était très dur, très lourd. À l'époque, on s'est fait tout à la main, etc. Et par conséquent, on avait... L'appel se faisait sur place, il était très rapide, il n'y avait pas de question d'évasion, et même s'il y avait quelqu'un qui est mort au travail, on le ramenait très facilement à l'appel, donc l'appel était bref. L'appel à Auschwitz pouvait durer plusieurs heures.
Et là, en novembre dernier, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un voyage où j'ai accompagné un groupe de 180 personnes, dont 90 étudiants en terminale de plusieurs lycées. Bon, je ne vais pas les citer, ce n'est pas l'importance. Il était important de les accompagner. Et là, un professionnel, un guide professionnel d'Auschwitz m'a expliqué qu'on a fait une recherche, quelle était la durée de l'appel la plus longue. Souvent, c'était 4 heures, c'était presque habituel, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et le plus long, il paraît, les gens sont restés debout 19 heures avant de pouvoir regagner, dans des conditions très difficiles, le bloc. 19 heures. Je ne voulais pas le croire moi-même, mais je l'ai appris il y a 6 mois. Est-ce que vous pouvez peut-être nous... Allez-y, continuez. J'avance parce que c'est très rapide maintenant. Et donc, on a quelques renseignements, ce qui se passe à l'extérieur. On entend toujours les soviétiques qui avancent toujours. Hein. Et nous, on est donc à Auschwitz. On rend du travail un jour, au mois de janvier 1945, par un froid effroyable. On nous dit, le camp est liquidé, vous partez, prenez quelques affaires que vous avez, vous partez. On ne savait pas toujours le secret, ni où, ni comment. Et on commence, on partait le soir, c'était vers 6 heures du soir, à marcher dans la neige, par rang de 5, des colonnes. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité de gens. Il y avait bien sûr, ma colonne était toute petite, mais il y avait les autres colonnes qui venaient de tout le complexe d'Auschwitz, de partout, de partout. Et donc, les gens marchaient, et la nuit, déjà commençait à nuit tomber. Eh bien, rapidement, on a vu que cette marche était très dangereuse, parce que c'est pour ça la marche de la mort, parce que chaque personne qui monte de faiblesse, en marchant, commençait à tituber, était fatigué, ou ne marchait pas assez vite, était abattu à coups de fusil en général, à bout de bras. Les SS qui étaient de côté, notre colonne était convoyée par des SS à cheval. Et comme ils étaient à cheval, ils étaient un peu plus gros que nous, ils voyaient parfaitement ce qui se passait. Eh bien, vous avez un coup de fusil dans la nuque, on vous exécute comme ça. Et là, il y avait une nouvelle obsession qui est apparue. Je vous ai parlé de l'obsession au travail, des cadavres au travail qu'il fallait ramener au corps. Nous avions une autre obsession, c'est que la dépouille, parfois de votre camarade qui est mort, il faut la prendre immédiatement, dans la seconde si vous voulez, et la jeter sur le bas-côté de la route, ou à droite ou à gauche, selon qui était plus près. C'est parce que sinon, les gens qui venaient derrière, ils ne savaient pas, ils trébuchaient sur le cadavre, et ils tombaient à leur tour, ils étaient exécutés à leur tour. Et il fallait que le voisin, au lieu de jeter un, il fallait jeter 2 ou 3. Il ne fallait pas tomber. Il ne fallait pas tomber, il fallait tenir le coup, et c'était très très difficile. On s'arrêtait la nuit pour quelques heures dans des granges, dans des fermes. On vous donnait un petit bout de pain avec un peu d'eau à boire, en soi-disant du café, et il fallait repartir le lendemain. C'était pendant 3 jours comme ça. On a fait 90 000 kilomètres. Et donc, on arrive à une gare, cette marche de la mort, complètement exténuée. Moi, j'avais les pieds gelés. On nous entasse à la frontière germano-polonaise, peu importe la ville, qui s'appelait Breslau, on nous entasse dans des wagons ouverts en hiver, des wagons marchandises en hiver, remplis de neige. On nous entasse à 120, 130, 140 personnes. Et là encore, le secret, vous partez, vous ne savez pas où, comment, combien de temps ça va durer, dans quelles conditions. Et donc, dans ce wagon, il y avait une mortalité très importante pendant le transfert, parce qu'on a voyagé quand même 3 jours pour arriver finalement en Allemagne à un camp qui est Buchenwald, qu'on appelle, qui était un camp de travail très important, qui a été érigé pour les Allemands qui étaient antifascistes, anti-nazis. Ça existait, il y en avait quand même, il ne faut pas croire. Il y avait 100% d'Allemands qui sont devenus nazis.
Il y en a qui sont opposés, on les déportait à cause de cela, à cause de politique. Ils étaient là-bas depuis 1937. C'était un des premiers camps qui était réveillé en éternellement contre les anti-nazis. Hein. 37, nous étions en 45. Moi, j'ai connu des gens là-bas qui étaient là-bas depuis 8 ans. 8 ans, c'est pas. J'ai travaillé à l'extérieur dans des conditions très difficiles, avec une mortalité importante. Il y avait là-bas aussi un bloc de Français, c'est pour des résistants, des opposants en France, qui étaient déportés à Buchenwald. Il y en a pas mal qui ont péri au travail là-bas. Voilà. Donc c'était un camp de Buchenwald qui était un camp différent. C'était un camp de travail structuré. Et nous, en arrivant, après le voyage que je vous ai décrit, nous étions sûrs, c'était un camp d'extermination. Parce que vous savez, les gens qui sont fatigués, ils sont bons pour la chambre à gaz. Et quand je suis descendu, d'ailleurs, je ne savais pas si j'étais vivant ou mourant, parce que j'avais plein de cadavres autour de moi. J'y suis quand même vivant, puisque j'ai pu m'extirper du wagon. Et les gens qui nous recevaient, ils voyaient qu'on était, ça n'allait pas. Ils voulaient nous rassurer en disant, écoutez, restez calme, ici c'est un camp de travail, c'est pas un... Alors, j'ai montré la cheminée du four crématoire qu'on voit tout de suite en arrivant au camp. Je lui demande qu'est-ce que c'est. Alors, le type m'a dit, écoute, reste calme, ce four crématoire, c'est pour incinérer les gens, il a insisté sur le mot, qui étaient normalement morts au travail. Alors je me suis dit, il y a encore un truc qui me trompe, parce que je suis passé pas mal de choses avant de tromperie. Je me suis dit, il doit me mentir, de toute façon, je suis sûr, on est bon pour la fin. Et on nous déshabille, on nous désinfecte, etc., et on nous met dans les douches. En rentrant dans la douche, j'étais sûr, c'est la fin, que j'attendais que le gaz arrive. Bon, on était tous comme ça, on était assis tout nus. Et là, j'avais une pensée pour ma mère en disant, j'ai fait tout ce que j'ai pu jusqu'à maintenant, mais là, c'est fini, c'est la fin. Et au bout de quelques minutes, qu'est-ce que je vois? Il y a de l'eau tiède qui arrive des pommeaux de douche, où j'étais obligé de me rendre compte que ce n'était pas tout à fait le camp d'extermination que je pensais. Et je me suis dit, les gens qui étaient dehors, ils ne m'ont pas menti. Hein, voilà. Et c'était très important pour la survie après. C'est parce qu'on était dans ce camp-là, on a pu survivre avec l'aide de l'organisation interne du camp. On va peut-être s'arrêter là. Alors, on arrive comme ça jusqu'au 11 avril. Hein? Oui. En 11 avril, enfin, 1945. Après cette période, que vous pouvez imaginer de 40 à 45, avec mon vécu, il est évident, on est libéré. Il faut dire que le camp s'est libéré, et le seul camp. Alors, quand on parle des libérations de camps, il faut comprendre deux choses. Les camps n'ont pas été libérés. Ils ont été ouverts de temps en temps, parfois même par hasard, on a découvert qu'ils étaient là. Les soviétiques, à Auschwitz, ils sont tombés sur les camps par hasard. Ils n'avaient pas dans leur projet, il faut libérer les camps d'extermination d'Auschwitz, Birkenau, etc. Pas du tout. Ils étaient là pour se libérer du régime nazi-allemand. D'ailleurs, les Américains, de l'autre côté aussi. Et les gens avaient des objectifs militaires pour vaincre un ennemi qui était le régime nazi-allemand, et tout le reste, ils sont préoccupés pas tellement. Ce jour de la libération du camp, vous avez des souvenirs hein? Le jour de la libération du camp, vous avez des souvenirs de cette libération? Oui, moi j'ai un souvenir très précis. Pourquoi? Parce que le camp était organisé d'une façon importante. D'ailleurs, on ne savait pas très bien parce que nous, on était des jeunes adolescents, on n'était pas toujours au courant de tout. Ces camps étaient tellement organisés, puisqu'il y avait beaucoup d'Allemands qui étaient là depuis 1937, qui travaillaient tous à l'extérieur du camp, et donc ils avaient des relations avec la population, et ils sont même arrivés à rentrer clandestinement
des armes en pièces détachées. Et ils étaient organisés militairement, y compris avec les autres nationaux qui sont arrivés après. Ils sont arrivés après 42, 43, etc., comme les Français et d'autres. Et donc, ils étaient organisés. Et lorsque les nazis sont partis, parce que la pression était très, très forte, des deux côtés, d'un côté les soviétiques, de l'autre côté les Américains, et donc ils ont dit plus rapidement, eh bien, le pouvoir dans le camp a été pris par les déportés eux-mêmes. Et j'ai un souvenir exact de ce 11 avril, tout au début de l'après-midi, on voit, parce que notre baraque avait une vue sur la place d'Appel, où il y a l'entrée, avec le drapeau nazi, croix gammée et tout, on a vu à un moment donné que le drapeau est enlevé, il y a un drapeau blanc qui est affiché à la place. Et tout de suite après le drapeau blanc, il y a une voix qui était là-haut avec des haut-parleurs, qui était répercutée dans tous les blocs d'ailleurs, par haut-parleurs. Quelqu'un s'est nommé en disant « je suis un tel, je suis un déporté, je ne sais pas de quel bloc, peu importe, je prends le commandement du camp et je vous demande à partir de maintenant de ne rien faire, de ne pas sortir de vos baraques, de ne rien faire sans avoir des indications de nous. » Et alors, très peu de temps, 1 heure ou 2 après, ce sont les premiers avant-postes de l'armée américaine sont arrivés. Et donc, c'était une espèce de libération en 2 temps. Voilà. Les autres camps, on les découvert parfois par hasard, pas par hasard. Auschwitz, c'était comme ça. On a ouvert le camp et on a trouvé des cadavres par monceau, d'ailleurs à Buchenwald aussi. On a trouvé des cadavres ou des gens qui étaient incapables de sortir pour faire la marche de la mort. Tous ceux qui pouvaient marcher sortaient, ceux qui ne pouvaient pas marcher restaient pour mourir sur place. Merci beaucoup. Non. Elie Buzyn, merci beaucoup. Alors on va passer à un temps de questions. Il y a un micro qui va se balader dans l'amphithéâtre et vous levez la main, je vous donne la parole. Alors vous essayez d'avoir des questions courtes pour faire parler un maximum de personnes. Il y a une personne au centre là, juste là, qui lève la main. Vous vous levez, vous présentez. Non. Oui, bonsoir, je m'appelle Mickaël. Vous m'entendez? J'entends mal, Vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. On vous entend, oui. Je voulais vous remercier pour ce témoignage extrêmement poignant et très, très vrai. On a vraiment l'impression d'être à vos côtés dans ces moments. Je voulais savoir, de votre point de vue, en dépit de toutes ces preuves, de tous ces témoignages, de tout ce qui fait que la Shoah est absolument irréfutable et incontestable, pourquoi certains continuent de s'acharner à nous faire croire ou à essayer de faire croire qu'elle n'a jamais existé? Pourquoi certains s'acharnent à faire croire que la Shoah n'a jamais existé? Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de la volonté des nazis de ne pas laisser de traces, effacer de traces. Ça a été pris par les négationnistes d'une façon tout à fait qui les arrangeait. Parce qu'ils disaient, on dit 6 millions, où sont les cadavres des 6 millions? Où ils sont passés? Ils ne sont pas là. Donc, par conséquent, ça n'a pas existé. 1,5 million qui ont été assassinés, ce qu'on appelle par Shoah par balle, dans les pays slaves, là-haut, dans les pays baltes, en Ukraine ou ailleurs. 1,5 million presque de gens ont été assassinés comme ça, des familles entières, hommes, femmes, enfants, et bébés, vieillards, tout le monde a été assassiné dans des fosses. Ensuite, on s'est vu dans une fosse commune, vous savez, et il n'y avait plus de traces.
Et les gens locaux qui avaient assisté, parfois participé, ne voulaient pas parler. Ils disaient, nous, on n'a rien vu, on n'était pas là, etc. Il a fallu, alors donc les négationnistes ont enfourché toutes ces choses-là, puisque les paysans là-bas, ils disent qu'il n'y avait rien eu. Il y a juste quelques juifs qui disent, toute ma famille était là-bas, elle était exterminée. Alors ils avaient, vraiment, ils voulaient plutôt croire les autres que les victimes. Hein? Et c'était une chose épouvantable. Si vous prenez Shoah à Barbal, je peux vous dire, c'est grâce au père des Bois, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui était un ecclésiastique, dont père des Bois, l'histoire, elle est très importante, parce que le père des Bois avait un grand-père, qui était dans un stalag, dans un grand travail, plus ou moins volontaire de France, et il était là-bas, il a assisté, il a vu les exécutions, l'assassinat des milliers de gens comme ça, et en rentrant en France, il a raconté dans sa famille. Et dans sa famille, on a dit, c'est grand-père, il est un peu vieux, il ne sait plus ce qu'il dit, il ne sait plus ce qu'il a vu, il est complètement ça. Il ne voulait pas le croire. Et le père des Bois, lorsqu'il est devenu ecclésiastique, il a commencé à penser, si mon grand-père, ce qu'il racontait, et si c'était vrai, il disait, si c'était vrai, parce que des années sont passées, et il a dit, si c'était vrai, il faut que j'aille voir moi-même. Vous pouvez prendre les études de Père des Bois, vous allez trouver. Et Père des Bois a organisé avec des cinéastes, avec des gens qui l'accompagnaient. Il est parti là-bas en Ukraine. Et ce qui s'est passé, quelque chose de formidable, c'est que quand lui s'est adressé, il m'a confirmé, je lui ai parlé avec lui, j'ai discuté, il m'a confirmé quand il s'adressait à un paysan là-bas en disant, est-ce que vous avez vu quelque chose, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant le choix? Alors, ils ont commencé à parler. Pourquoi ils ont parlé? Parce qu'il y avait un curé devant eux, et ils étaient à la confesse. Et comme confession, certains étaient soulagés, parce qu'ils gardaient ces secrets en eux qui pesaient. Ils n'ont pas participé, ils ont simplement regardé ce qui se passe. Eh bien, ces gens-là, non seulement ils ont avoué, deuxièmement, ils l'ont amené à des endroits qui n'étaient pas connus, où on a gratté un peu la terre, on a trouvé les charniers, des centaines de milliers de gens. Et grâce au Père des Bois, on a commencé à se dire si la Shoah à Barbal a existé. Et les négationnistes étaient obligés de se plier. Et le problème, le fait qu'il n'y ait pas de cadavres, mais vous savez bien, les exécutions étaient toutes faites par gazage et incinération. Bon, enfin, le négationnisme, de toute façon, on aura toujours. C'est beaucoup plus facile de nier quelque chose que d'avouer quelque chose. Une question? Oui. Oui, donc bonsoir. En fait, je voulais savoir, après la libération de votre camp... S'il vous plaît, je suis un peu vieux, malentendant. Je vous demande de parler lentement et assez fort. Merci. C'est bon? Très bien. Je voulais savoir si, après la libération de votre camp, vous êtes directement rendu en France, où il y a eu quelques étapes avant, et si par la suite, après, avec la création de l'État d'Israël, vous avez songé à vous rendre dans l'État juif ou pas du tout? Vas-y, je sais pas. Excusez-moi, ne m'en voulez pas, mais c'est toujours comme j'interviens. Après la libération, à côté de moi, pas de souci. Après la libération du camp, est-ce que vous avez été directement en France? Et avec la création de l'État d'Israël en 1948, est-ce que vous avez eu le désir de monter en Israël après la Shoah? Bon, il est exact que dans 5 ans de Buchenwald, il y avait quelque chose de tout à fait exceptionnel qui n'existait nulle part ailleurs. C'est que grâce, je dis bien grâce à l'organisation interne du camp, nous avons 900 adolescents, et même quelques enfants, c'est-à-dire de 8, 10 ans, 13 ans, ont survécu. Et c'était quelque chose d'exceptionnel. Et ce qui s'est passé de particulier, c'est que tous les nationaux qui étaient dans ce camp,
de tous les pays d'Europe en général, étaient rapatriés d'une façon extrêmement rapide. Je peux vous dire qu'en 15 jours, il n'y avait pratiquement plus personne dans ce camp. Et on rapatriait les gens selon leur importance politique ou autre. Il y en a qui partaient même en avion, en train spécial, en voiture, n'importe comment. Les camps s'est vidé. Et nous, ces 900 qui étions originaires des pays, alors il faut dire, les gens rapatriés, il faut reconnaître, il faut être objectif, et je le comprends, la grande majorité rentrait chez eux, en France ou ailleurs, où ils retrouvaient le membre de leur famille, mais ils se trouvaient souvent leur femme vivant avec quelqu'un d'autre, peu importe, ils a retrouvé leur femme, ils retrouvaient leur maison, ils retrouvaient leurs biens, et donc ils essayaient de revenir, après cette période épouvantable de camp de travail de Buchenwald, de revenir à une vie plus normale rapidement. Les 900 jeunes qui étaient là étaient tous originaires des pays de l'Est, à savoir de Pologne, de Roumanie, Hongrie et tous les pays de l'Est, peu importe. Nous avons décidé, nous qui avons vécu 5 années, nous avons décidé de ne pas bouger du camp, ne pas rentrer dans nos pays respectifs. C'est un refus total. Pourquoi? Parce que nous savions que toutes nos familles ont été exterminées, qu'on pouvait compter sur personne pour retrouver de la famille, parce qu'on savait où et quand ils ont été exterminés, et que tous nos biens étaient pillés, on nous a dépossédés de tout, et par conséquent, on a dit, on reste dans ce camp et on ne bouge pas. Ce qui a posé des problèmes énormes aux Américains qui dirigeaient les camps, puisqu'ils étaient là comme ça, ils ne savaient pas quoi faire avec nous. Alors la première chose, ils nous ont sortis du camp pour nous mettre dans les casernes des SS ou les gardiens du camp. Ils avaient des casernes. On nous a transférés là-bas. On était dans des conditions optimales sur le plan matériel. Dans ces casernes, il y avait des douches, il y avait des WC, il y avait des lits à une personne sur 2 étages, etc. Je passe, au point de vue alimentaire, les Américains nous emmenaient des montagnes de ravitaillement. Et après, ils voyaient que les gens mangeaient trop. Donc, il y a des gens qui sont morts par suralimentation les premiers mois après la libération. Alors, ils nous disaient, on vous donne à manger tout ce que vous voulez, mais mangez pas trop, ni trop vite, etc. Bien, eh bien, il se trouve, semble-t-il, que la nièce de Gaulle, Geneviève Antonius de Gaulle, qui était une ancienne résistante, déportée en camp de travail de Ravensbrück en Allemagne, a appris qu'il y a comme ça 900 adolescents en déshérence et qui ne veulent pas bouger là-bas, après la libération, après la guerre. Elle en a parlé et de Gaulle s'est préoccupé de cela. Il a dit il faut faire quelque chose. Il a décidé, que l'État français doit accueillir 423 de ces jeunes. Pourquoi 423? Il se trouve que c'était 423. Et les autres 400 ont été dispatchés dans les autres pays européens, et en Suisse, en Hollande, en Angleterre, un peu partout. Chacun prenait un petit nombre de jeunes comme ça. Et c'est comme ça, il se trouve que j'avais la chance d'être dans le groupe des Français qui partaient pour la France. Et donc je suis arrivé, et là j'ai trouvé des membres de ma famille, amputés bien entendu, mes cousines, mes tantes ont été déportées en 1942 de Paris. Et puis j'ai retrouvé 3 oncles, 2 frères de ma mère et un frère de mon père à Tours. Et donc j'étais vraiment dans des conditions les plus extraordinaires pour revenir à la vie. Eh bien, malgré cela, malgré ces conditions, je me suis dit que je ne peux plus rester. Ce n'était pas seulement la question de l'Allemagne. À tort, j'avais 16 ans, il ne faut pas oublier, en 1945. Non pas fouler le sol de l'Allemagne ou de la Pologne, mais même en France, je me suis dit, je ne peux pas rester ni en France, en Europe. Parce que l'Europe, finalement, a
toutes collaboré d'une manière ou d'une autre, plus ou moins active, etc. C'était excessif de ma part, c'est exact. Mais vous savez, à 16 ans, on n'est pas très structuré, on peut être excessif. Et j'ai dit, je ne reste pas en Europe, il faut que je parte, il faut que je la quitte. Et moi, je l'ai quitté pour la Palestine, Israël, pour conviction, de problèmes, influence de mon frère. Et devant la guerre, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Toujours est-il, je suis parti en 1947, clandestinement là-bas. J'ai fait la guerre de l'indépendance. Ensuite, j'ai travaillé dans un kibbutz. Je n'ai jamais vécu en ville là-bas. J'étais membre d'un kibbutz actif. Et ensuite, 7 ans après, je voulais faire des études. Vous faites des études. Moi, 7 ans après. Et j'ai décidé, là-bas, je n'avais pas la possibilité parce que je n'avais pas de famille, je n'avais pas de soutien matériel. Là-bas, les études sont coûteuses et tout. Comme je voulais faire les études de médecine, parce que quoi, je suis rentré en France pour essayer de faire une vie normale, disons normale, avec un décalage presque une dizaine d'années. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc vous avez atterri à Paris pour faire vos études de médecine. Ça demande beaucoup d'efforts. Vous avez beaucoup travaillé pour devenir un chirurgien. Ah oui, c'est beaucoup. Non, c'est-à-dire, il faut que vous compreniez, j'étais au niveau de la classe des 6e quand la guerre a éclaté. J'avais 11 ans. Et 10 ans, 11 ans, 40. Eh bien, mon niveau scolaire était vraiment très, très bas. Mais j'étais un peu autodidacte. Je parlais le français couramment, je l'ai appris entre 1945 et 1946. Et puis ensuite, j'étais un peu autodidacte. Je me suis dit, en revenant en France, je peux passer mon baccalauréat facilement en me faisant envoyer par correspondance de cours. Et puis ensuite, je ferai des études de médecine. C'était en 1954. J'ai 25 ans. Et je me rends compte que les cours m'y sont envoyés et je dois rendre des devoirs une fois par semaine dans toutes les matières parce que j'avais dit que je voulais le niveau de la première pour passer le baccalauréat à la fin de l'année, 50-30. Il faut être un peu, vous savez, on est dérangé quand même un peu. Et puis, je reçois ces cours, je vois que dans aucune matière, je ne suis pas à niveau, incapable de répondre. Et donc, j'ai eu vraiment un coup de dépression important. Une étude t'es plantée, qu'est-ce que tu es venu foutre? Jamais tu pourras avoir le bac. Et je voulais retourner au kibbutz. J'avais mon billet de retour, parce que j'avais pris une aller-retour, parce qu'on ne sait jamais. Et je prends mon train Paris-Marseille, j'arrive à Marseille, je me dirige vers le port pour prendre le bateau qui était prévu. Et en marchant, là, je me suis autocritiqué d'une façon extrêmement sévère en disant que j'étais un dégonflé, que la moindre difficulté que j'ai cédé et que je n'étais pas fidèle à la pensée de ma mère, toujours ça, la même chose. J'ai déchiré mon billet, je repris le train Marseille-Paris. Je suis arrivé à Paris, j'ai téléphoné à un de mes oncles qui était catastrophique. Il ne savait même pas que j'étais parti. J'ai 25 ans, il ne faut pas oublier. J'ai dit, voilà, je lui raconte, je suis parti, revenu. Maintenant, il faut que je trouve un moyen pour passer mon baccalauréat. Et c'est comme ça, un peu avec son aide. Je ne voulais pas d'aide financière de ma famille. Je voulais, c'était de l'aide, moi, l'autre. Grâce à lui, j'ai pu trouver un grand collège, par hasard, en Algérie, à Oran plus exactement. J'ai pu trouver, où on m'a donné un poste. J'ai communiqué avec une façon extrêmement immédiate avec le directeur de ce collège, qui m'a compris. Il était prof de philo, un philosophe, vraiment, il m'a compris tout de suite. Il me dit, voilà, je te donne un poste du surveillant d'internat, tu seras nourri, logé, tu auras un petit peu, pas beaucoup, mais tu auras quand même un petit peu d'argent de poche,
tu fais ton boulot de surveillant, il y a 60 potages là-bas à surveiller. Le matin, à les lever, les doucher pour qu'ils aillent en classe. Le soir, la même chose, voilà. Et puis, en même temps, je te donne le collège pour que tu puisses te faire aider pour préparer le baccalauréat. Et c'était vraiment mon sauvetage. Et encore, là aussi, par hasard. Dans la vie, souvent, les solutions viennent un peu par hasard. Et quelqu'un, s'il est là, les choses se font. S'il n'était pas là, les choses se feraient tout à fait autrement. Et vous passez le baccalauréat. Et je passe le baccalauréat. Et j'ai travaillé de ma vie, j'ai fait beaucoup de travail. Vous avez vu, j'ai travaillé depuis l'âge de 10 ans, 11 ans. Eh bien, j'ai travaillé beaucoup, difficilement dur. Mais cette période-là, la période de mes 2 parties baccalauréat, je travaillais 20 heures par jour. Et je dormais 4 heures. Et quand vous travaillez intensivement, surtout j'ai eu la chance, une nuit, vous ne pouvez pas imaginer, dans ce collège, à Oran, où j'ai dû passer un examen, parce que ce directeur m'a dit, si tu veux préparer le bac, il faut passer un examen pour savoir le niveau, quel niveau que j'ai. Alors, il me dit, j'ai passé un examen avec 6 professeurs qui étaient là autour de moi, qui me questionnaient un petit peu dans tous les domaines, en français, mathématiques, physique, et tous les domaines. Et j'ai vu que j'étais nul. Ils ont vu que j'étais nul. Et alors, après cet entretien, je peux prendre 10 minutes. Après cet entretien, on me dit, est-ce que vous voulez sortir? On va délibérer entre nous pour savoir quoi vous conseiller. Je sors, je savais déjà, c'était la catastrophe. Et vraiment, je me suis dit, je vais rentrer à Paris, je ne sais pas ce que je vais faire. Eh bien, on me rappelle et on me dit, écoutez, nous, on ne peut pas vous donner notre conclusion. Nous préférons que vous alliez voir le directeur le lendemain pour qu'il vous dise ce que nous pensons. Alors, je me suis dit, j'étais pas bête, j'avais 25 ans. Je me suis dit, s'ils me disent comme ça, c'est que c'est cuit. Hein, Bon, je me présente le lendemain au directeur, il me dit, voilà, tu as bonne volonté, tu as discuté avec tout ça. Ils disent, à peu près, on peut avoir que tu es au niveau de la 3e, et si tu rentres en 3e, en 2 ans, tu seras 30, première, tu pourras passer ta première. J'ai dit non, ça ne va pas, et moi je vais passer le bac le plus tôt possible, et je m'en vais avec les décisions, si c'est comme ça, je n'accepte pas. Je rentre à Paris. Et un prof qui était là, parmi les 6, il m'apostrophe en sortant du directeur, parce qu'il savait ce que les directeurs allaient me dire, etc. Il m'arrête, il me tutoie, il me dit, écoute, j'ai appris, tu es un ancien déporté, et que j'ai cru savoir qu'il a été libéré à Buchenwald. Alors je dis oui, et il me dit, écoute, sache, moi je suis un ancien résistant, je m'appelle Gillot, il s'appelait Gillot, et j'étais interné, déporté pour faire de résistance à Buchenwald. J'ai été libéré en même temps que toi. Et alors, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Il me pose la question. Je dis, moi, je vais passer mon bac, parce que je vais faire des études. Il me dit, tu ne les écoutes pas, tous les autres, ils sont tous cons. Tous les profs, ils sont tous cons, ils ne savent pas ce que c'est. Moi, je suis prof de physique et de mathématiques. C'est le plus important pour le bac. C'est la matière le plus important. Et alors, si tu veux, il faut m'écouter. Si tu acceptes de m'écouter, on va voir ce qu'on peut faire pour que tu puisses arriver à ce que tu veux faire. Et c'est grâce à cet homme-là, qui était prof vraiment, il m'a proposé une simple chose en disant, tous les matins, à 6 heures, tu es chez moi, je te donne un cours particulier, gratuit bien entendu, un cours particulier de maths et de physique. Hein. Tous les matins, à 7 heures, tu rentres à l'internat, tu lèves le potage, et après on verra. Je l'ai fait pendant quelque temps, et le matin, 6 heures, il avait déjà promené son chien, il avait pris son petit blanc au café et tout, on se voyait, on travaillait 1 heure, et je repartais, bien sûr, avec des devoirs, etc.
Et je peux vous dire, quand vous travaillez intensivement, vraiment intensivement, avec une volonté et avec quelqu'un qui vous dirige comme ça rapidement bien, vous pouvez faire une année de lycée, la classe de troisième, du moins en mathématiques ou en physique, vous pouvez le faire en moins d'un mois, ainsi de suite. Et il m'a dit, le premier trimestre, c'était au mois de septembre, il m'a dit, si tu veux m'écouter, il a vu que j'étais travailleur, que je voulais travailler, que j'étais capable de travailler, parce qu'il voyait que je faisais des progrès du jour au lendemain, ou 3 jours après, j'avais couvert déjà pas mal. Il m'a dit, voilà, maintenant tu m'écoutes. Tu m'écoutes, je pense qu'on peut essayer de faire quelque chose, à condition que tu demeures suivre tous les cours de la classe de seconde au premier trimestre. Au deuxième trimestre, tu suis parallèlement les 2 classes, la classe de première et la classe de seconde. Et au troisième trimestre, tu laisses tomber la seconde, tu ne fais que la classe de première et tu essaies de passer ton bac. Et ça me convenait parfaitement. Et c'était, autrement dit, top sur la table. J'ai dit, d'accord, je te suis, on se tutoyait, je te suis à 100%, et puis là, on a bombé, et ça s'est passé comme ça. Il m'a dit, la seule chose que tu dois mettre à ton directeur, qui te permette de faire ton emploi du temps de telle manière que tu puisses couvrir les matières, mais pas d'une classe, mais dans plusieurs classes, parce que je voulais... Et donc, le directeur m'a donné carte blanche, et j'avais pas d'ordinateur à l'époque, mais pour mettre au point, à suivre des cours en anglais, en allemand, en maths et tout ça, dans des classes différentes. Heureusement, c'est un collège où il y avait 6 classes de seconde, ou je ne sais plus combien, 7 classes de seconde, 5 classes de première, de sorte que vous pouviez prendre. Alors j'étais considéré comme le fou du coin. Mais enfin, ça m'a permis quand même de le faire. Et ça a marché. Ça a marché au mois de juin, malgré l'opposition de mon directeur. Le directeur dit, tu ne passes pas. Il ne faut pas que je te présente maintenant. Je te présentais en septembre parce que tu seras un peu mieux préparé encore. Mais je n'ai pas voulu. J'ai dit non, je n'accepte pas. Je me présente en individuel. Vous savez, vous vous présentez, vous pouvez vous inscrire. Candidat libre. Pas présenté par un collège, un lycée, etc. Vous pouvez vous inscrire à titre individuel. Je passe mon bac. Quand le directeur a entendu ça, il dit, écoute, t'es complètement fou, je ne peux rien contre toi, fous le corps d'ici, je t'inscris quand même, je te présente quand même. Voilà, bon, c'est déjà ça. 10 ans après, ou même plus, je crois que j'étais en fin d'études déjà, tout ça, on s'est vu, on a parlé de cette période, et il avait raison. Il m'a expliqué pourquoi il insistait tellement que j'ai travaillé encore 3 mois pour réussir mon bac, parce qu'il était sûr 3 mois après. Parce qu'il savait, en fait, moi je le savais, je le sentais, mais je ne savais pas, en fait, il savait que si jamais j'échouais au mois de juin, à cette première partie baccalauréat, je risquais de me suicider. Parce que j'ai investi tellement de travail, tellement d'heures comme ça, qu'il avait peur, lui, s'il claque, s'il échoue, il va faire une bêtise. Une manière et de j'étais obligé de lui donner raison. Il avait raison. Il se trouve que je n'ai pas échoué, mais j'aurais pu. Voilà. Une question? Monsieur, je me présente, je m'appelle Kevin. D'abord, je tiens à vous remercier pour ce témoignage. Ça va, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Je voudrais savoir qui vous a aidé à la sortie de votre camp de concentration et qui avez-vous retrouvé après la libération? Qui vous a aidé à la sortie du camp de concentration et qui vous avez retrouvé comme membre de votre famille, je suppose? Comment j'ai retrouvé? Oui, comment et qui vous avez retrouvé? Je vous explique donc.
en 1945, avec la décision extraordinaire de De Gaulle d'accueillir 423 jeunes en France, je suis donc arrivé et j'ai essayé de rechercher les membres de ma famille, qui était assez difficile, mais finalement, j'ai pu retrouver, parce que on nous a enfermés en Normandie quand on est arrivé, pour des raisons sanitaires. On était parqués dans un préventorium, enfin, comme ça, pour 40 jours. Ça s'appelait la quarantaine, pour voir si nous n'étions pas malades, porteurs de maladies infectieuses, maladies contagieuses, etc. Donc, on était boulé 40 jours. Et pendant ces 40 jours, on n'appréciait pas beaucoup, remarquez, 400 de jeunes comme ça, assez sauvages, qui étaient en fait pas de jeunes, étaient vieillards un peu avant l'heure. On n'appréciait pas cette quarantaine. Il y en a qui sauvaient, qui revenaient pas. Bon, je ne rentre pas dans les détails. J'ai pu retrouver quand même un oncle à moi qui est venu me chercher là-bas, que je connaissais fort bien parce qu'il passait toutes ses vacances universitaires, il est passé chez nous en Pologne avec sa sœur aînée, ma mère. Eh bien, je l'ai reconnu tout de suite. Et puis, lui, il voulait absolument que je ne reste pas là-bas. Il n'est pas question de quarantaine. Enfin, il est arrivé à m'emmener tout de suite. J'étais le premier jeune qui a retrouvé un membre, en France du moins, un membre proche de sa famille. Et je me souviens, cette rencontre était absolument, parce que moi, je pleurais avec mon oncle de l'avoir retrouvé. Tous les autres pleuraient avec moi. Enfin, c'était une scène inoubliable. Voilà. Et je l'ai retrouvé, malgré que l'avoir retrouvé, et deux autres aussi. Et puis, je ne voulais pas rester en France. Noémie ? Moi, j'ai une dernière question. Vous avez parlé de votre tatouage. Oui, des tatouages. Vous avez parlé de votre tatouage. Je sais que... Alors, donc j'avais un tatouage. Laissez-la poser la question. Elle va poser la question. Je sais que certains rescapés l'ont gardé, que d'autres l'ont enlevé. J'aimerais savoir... Comment ? Enfin, que certains ont gardé le tatouage, d'autres l'ont enlevé parce que c'était un trop lourd poids. J'aimerais savoir, vous, ce qu'il en est. C'est vrai, quelle décision vous avez prise ? Le problème de tatouage, comme je suis toujours dans la limite de l'anormal, ce qui s'est passé, c'est que chaque tatouage où j'étais libéré avec me gênait pas du tout, ni pendant mon séjour, encore que mon séjour en France, de 45 à 47, était le suivant, c'est que quand j'étais dans le métro, au mois d'août 1945, et que vous tenez la barre là, et vous avez votre bras avec des tatouages, les gens qui vous voyaient, vous ne compreniez pas ce qu'ils disaient, mais ils chuchotaient vraiment à votre propos. On se demande qu'est-ce que c'est, comme ça. Vous ne saviez pas quoi. C'était déjà pour moi un peu gênant, pas que pour moi, mais pour mes amis, les autres déportés, de sorte qu'ils avaient une tendance naturelle, marcher en été avec des manches longues plutôt que des manches courtes. C'était comme ça, presque inconsciemment, parce qu'on n'avait pas envie qu'on parle de nous, parce qu'on voulait rentrer dans la vie. Et donc, je n'étais pas gêné du tout. Enfin, ensuite, je suis parti en Israël. Là-bas, pendant 7 ans, je n'étais pas gêné. Ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Et puis là-bas aussi, on n'avait pas envie d'en parler. Même là-bas, on n'en parlait pas beaucoup. Et quand je suis rentré en France, au début, ça va, ma période algérienne, ça va bien, le bac, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est quand j'ai commencé mes études de médecine, et surtout, je me destinais à la chirurgie, j'étais externe des hôpitaux, j'étais dans le service chirurgie, je me suis rendu compte que ce numéro présentait un handicap pour moi. Quel genre d'handicap ? Il y avait 2 sortes. Le premier, les jeunes générations qui avaient 10 ans de moins, ou parfois même plus, qui n'étaient pas très au courant, comme certaines, je pense, entre vous ne sont pas au courant actuellement non plus,
eh bien, vous posez des questions idiotes en disant qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le numéro de téléphone de ta copine? Est-ce que comme ça, et des choses comme ça? Est-ce que c'est né de mémoire, une réponse bête, n'importe quoi? C'est vraiment difficile, comme j'avais absolument pas envie d'expliquer la signification de ces numéros, c'est-à-dire parler de la Shoah, de la déportation, de mes parents, tout ça. Je n'avais pas du tout envie, croyez-moi. C'était pour moi, en disant, c'était une paralysie pour moi, un frein. Ça, déjà, c'était beaucoup. Mais il y avait une chose encore plus importante qui a déterminé mon geste, c'était que les générations plus âgées, parmi les profs en médecine et d'autres, qui savaient ce que c'était la déportation, ils savaient ce que c'était le tatouage, et quand ils voyaient, ils avaient une tendance, je dirais, néfaste ou maléfique à moi, d'apitoiement, en disant, c'est pauvre, il a souffert, c'est ci, c'est là. Et moi, je voulais être considéré que pour mon travail, pour ma valeur, je ne voulais pas d'autres considérations. C'est là que j'ai décidé de l'enlever. J'étais un des rares qui a enlevé. Ils ne sont pas fréquents, les gens qui ont enlevé volontairement, chirurgicalement, à condition d'en garder une trace. Parce qu'il faut comprendre, ces numéros représentaient pour moi quelque chose de symbolique, extrêmement important. C'était la tombe, si vous voulez, de mes parents. C'est-à-dire, en même temps qu'eux, ils ont été assassinés sauvagement, moi, j'étais sauvé par ce numéro. Et je n'avais pas envie de me promener comme si on vous demandait d'aller chercher la pierre tombale de vos parents ou de vos grands-parents, les mettre sur le dos et marcher avec pour que tout le monde sache que monsieur un tel, etc. Pour moi, c'était ça. Et donc, je voulais enlever tout en gardant une trace. Donc, chirurgicalement, un jour, on m'a volé. Donc, je l'avais sur moi. Et souvent, je l'avais sur moi. Après, je ne l'avais plus sur moi. J'avais peur de le perdre. Alors, je l'ai mis dans le coffre de ma banque. Alors que je n'avais pas grand-chose dans le coffre, j'ai mis le numéro. En disant, après, on a fait un fric-fac à Nice sous la Société Générale comme ça. On a vidé tout le coffre. J'ai dit, ils peuvent la même chose à la BNP chez moi. Et j'ai sorti le numéro du coffre. Je l'ai gardé à nouveau chez moi, où je le mettais dans des tiroirs. Enfin, ma femme n'en pouvait plus. Cette obsession du numéro pour que je sache où il est, comment il se trouve. Et comme ça, a été quelque chose de longues années. Jusqu'au jour où je l'avais fait une conférence à Pavillon-sous-Bois. Je me souviens, un grand collège. Et alors souvent, les gens me demandaient mon numéro. Hein. Alors je sortais de ma poche, je montrais le numéro. Heureusement qu'il a été photographié par ma fille, le numéro. Et donc, je suis allé. Le lendemain, je suis allé faire du sport dans un centre sportif, place d'Italie. Et là, on se déshabille, vous savez, je passe sur les détails. On m'a volé la veste avec tout ce qu'il y avait dedans, y compris le numéro. Et je peux vous dire, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement grave, cette perte. Bon, heureusement, j'avais une photographie, et cette photo, elle reste maintenant. Si vous pouvez, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez devant, voilà la photo. Et parce que je voulais laisser ces petits parchemins à mes enfants comme signe de mémoire de ma déportation et l'extermination de mes parents. Je tenais beaucoup à ça. Hein. Je l'avais promis. J'ai dit surtout, ne coupez pas en trois, comme on fait dans les successions. Nous vous le gardez, et j'avais demandé que c'est mon fils le garde. Sans quoi je me suis à dos une de mes filles en disant pourquoi lui, pourquoi pas moi, etc. Bon, c'était un problème. Enfin, toujours est-il, la perte était finalement... D'ailleurs, il y a un film qui a été fait sur la porte de mon numéro, qui a été fait il y a 7 ans, qui s'appelle Elie et nous, et où je parle de ça d'une façon précise. Et donc, ce film m'a permis de mettre un point. C'était très psychanalytique, comme on dit. Si je n'avais pas fait le film, j'aurais été encore malade jusqu'à aujourd'hui.
Là, j'y suis à moitié malade. Et par conséquent, c'est difficile, c'est un problème. Et mes amis, avant le vol, j'avais demandé, écoutez, pourquoi vous ne faites pas comme moi, comme ça, vous laissez un souvenir, etc. Vos déportations, j'ai fini. Et pourquoi ils ne voulaient pas, non, on ne veut pas, ça fait mal, et puis on n'a pas envie. Et d'autres, même prenaient ça comme étendard, là, pour le montrer à gauche, à droite, partout, parce qu'ils sont tatoués. Bon, c'est une personne, c'est très personnel. Voilà. Merci vraiment beaucoup. Non, je voudrais dire... Bon, ça va. Allez-y. Bon, là, vous pouvez l'applaudir très fort. Alors, un mot de conclusion avec Sacha Rengivir, président de l'Union des étudiants juifs de France. Bon. Élie Buzyn. Élie Buzyn, merci infiniment d'avoir accepté une fois de plus de livrer devant ces 800 étudiants votre témoignage poignant. Merci Élie d'avoir accepté de le faire avec vos mots et avec votre authenticité. Il y a une phrase qui m'a extrêmement marqué lorsqu'après avoir fait le récit de votre enfance, de votre arrivée dans le camp, de la marche de la mort et de toute la force de survie, vous aviez, en répondant à une question, dit « Il est plus facile de nier que d'avouer ». Et vous nous avez raconté cette histoire incroyable de ce tatouage qui était, vous le disiez, eh bien finalement le symbole pour vous de la tombe de vos parents et de ce tatouage qui un beau jour s'est évaporé. Et je crois que c'est le symbole, cette histoire, de la difficulté qu'il y a aujourd'hui, de la difficulté quand on parle de millions qui sont partis en cendres. Aujourd'hui, votre témoignage, il est absolument capital. Je crois qu'il est extrêmement précieux qu'autant de gens s'y soient rendus. C'est pour ça aussi que nous avons voulu faire en sorte qu'il soit diffusé. Votre témoignage a été aujourd'hui diffusé sur le site du Monde. Et cette vidéo, elle sera vue, rediffusée, partagée. Je suis très touché que vous ayez signé avec nous un appel qui demandait à ce que ces réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui malheureusement les plateformes de la haine parfois, et c'est pour ça qu'il faut que chacun d'entre nous profite de ces réseaux sociaux pour les utiliser dans le sens du témoignage et dans le sens du message. Il y a une pétition qui a été lancée. Je sais que certains d'entre vous l'ont signée. Ceux qui ne l'ont pas fait, dans les minutes qui vont venir, vous la recevrez à nouveau sur votre email. Signez-la, partagez-la autour de vous. Faites en sorte qu'elle soit relayée, que les opérateurs prennent leurs responsabilités et qu'en France, il ne soit plus possible, lorsqu'un écolier veut apprendre l'histoire, qu'il soit confronté à des vidéos qui nient votre souffrance et qui nient l'histoire de l'humanité. Sans histoire, il n'y a pas de sens à l'avenir. Je vous... Noémie Madar, vous nous avez accueillis ici, merci. C'est à vous de conclure. J'aimerais vous remercier, Élie, d'être venu et d'avoir partagé tout ça avec vous tous, avec nous. On est des étudiants, vous avez raconté tout votre parcours par lequel vous êtes passé aussi pour devenir chirurgien, le travail que vous avez mis dans vos études, et je pense qu'on partage aussi ça avec vous, on comprend quand vous parlez de ça, et on est la nouvelle génération et on va tous s'efforcer de transmettre encore et encore ce que vous nous avez raconté là, donc merci à vous. Et merci à vous et merci à l'université de nous avoir accueillis, de nous avoir laissé organiser ça. Et merci aussi à l'ensemble des membres de l'UEJD qui ont permis que les choses se fassent. Merci, bonne soirée à tous. Merci à Eric d'avoir accepté de modérer ce débat. Et bravo et félicitations à Noémie pour cette organisation.